6 députés de la 9e législature rejoignent les membres de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour suprême pour former le collège des 13 juges de l'institution. Issus des différentes formations politiques présentes à l'hémicycle, les désormais membres auront la mission de juger les infractions commises par les membres du gouvernement et le président de la République dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Jurez-vous et promettez-vous de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de justice. Moi, Gafari Adéchokan, je le jure. Moi, Eustache Chapovi, je le jure. Moi, Yenakponkhami Edouard Béanzin, je le jure. Moi, Assouan Komlan Benoît Degla, je le jure. Moi, Meou Afiavi Solange, je le jure. Moi, Yakoubou Orouse Guéné, je le jure. Je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. L'institution est appelée à jouer pleinement son rôle dans la bonne gouvernance en rendant responsables face à la loi les dirigeants et les autorités au sommet de l'État. En marge de la prestation de serment des députés désignés pour siéger à la Haute Cour de justice, Ibrahim Izzoudine a également prêté serment pour devenir membre du Conseil électoral en remplacement de Nicolas-Luc Aurélien Assoba qui siège désormais à la Cour constitutionnelle. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles vous imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part? Je le jure. Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. Les deux cérémonies se sont déroulées en présence du président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou-Vlavonou, et des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Étaient également présents la vice-présidente, les membres de la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour suprême et les membres du Conseil électoral. Mes impressions sont très bonnes parce que les députés qui ont rejeté la Constitution ou le projet de révision de la Constitution ont agi selon la volonté du chef de l'État. Si on s'en tient à sa déclaration ouvertement en disant qu'il ne voudrait même pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution, la parole est sacrée. Donc il ne fait que faire la volonté du chef de l'État, c'est une bonne chose. Je suis très content et à travers moi, le bas peuple est très content puisque au rejet, le rejet avant l'ouverture est bon. Le rejet à la plénière de cette révision de la Constitution, c'est un échec cuisant, pathétique et une déculottée. Bon, je peux parler d'un ouf de soulagement. Pourquoi? Parce que on ne savait pas tout ce qui est dedans. Et donc, voilà que les députés ont rejeté. Et les députés, ils ont écouté le peuple. Et ensuite, ils se sont inspirés de ce qui se passe dans la sous-région. Le cas sénégalais, le président Macky Sall, son cas plus précisément. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Tout ça, là, ça a inspiré d'autres députés. Et le chef de l'État même, le président Talon, il a vu venir cet échec-là. C'est pourquoi il a dit, ils n'ont qu'à essayer de trouver un consensus. Notre constitution est intouchable. Ça là, ils le savent depuis le début. Hein, et au moment où ils sont arrivés au pouvoir,
ils le savent. C'est le peuple qui détient, c'est la constitution du peuple béninois. Je suis très content. Tout le peuple est content. C'est la victoire du peuple. Puisque la révision de la Constitution appelle obligatoirement les coups d'État militaires, l'insurrection armée, les soulèvements populaires et tout. Donc, nous avions une partie vaincue, la fatalité. C'est une bonne chose. Les élections, c'est pour 2026. Mais et maintenant, on dit procédure d'urgence. Ce n'est pas très urgent. On peut mettre 3 mois à 9 mois en train de chercher un large même consensus. Et vous voyez, dialoguer. Mais faire des choses dans la précipitation, comme cela a été posé, hein, il ne faut pas précipiter les choses. Une constitution doit faire au moins sa routine d'abord, au moins 50 ans d'âge, 60 ans d'âge, avant qu'on ne constate qu'il y a des lacunes, hein, dans certaines lois. Et c'est en ce moment-là qu'on peut ouvrir la Constitution et changer certaines choses, mais pas quelques têtes. Hein. Il faut doiter le peuple d'abord. Il faut aller au référendum. Il faut aller demander au peuple si on peut le faire. Et c'est le peuple qui va donner son quitus. La Constitution, c'est notre brevière. On ne touche pas à la Constitution béninoise. Il est vrai, certains disent que la Constitution, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, mais ceux-là n'ont jamais fait le droit. Pour quelqu'un qui a fait le droit, première année, deuxième année, allez lire vos cours de droit politique, privé, économique même. On ne touche pas n'importe comment une constitution d'un pays. Non. Maintenant, il ne faudrait pas, après avoir crié victoire, bon, on se dit, bon, après tout, c'est le peuple qui a gagné et c'est la raison qui l'a emporté. Et maintenant, on passe aux choses essentielles. Le message de paix va d'abord au gouvernant, à M. Patrice Talon. C'est lui le premier magistrat de la République. C'est lui qui doit toujours faire des actes de paix. Chercher à ce que ceux qui sont à l'extérieur rentrent, les exilés politiques rentrent, libérer ceux qui sont dans les prisons, les détenus politiques tels que Madougou, Rekéa et Joël Alaïvo. Et qu'ils sachent que c'est lui qui est encore au pouvoir. Nous allons dans quelques jours entrer dans le mois sacré du Ramadan. C'est un mois important pour nos peuples, de part et d'autre de la frontière. C'est le mois de repentance, c'est le mois aussi du pardon. C'est le mois de la reconnexion, de la dévotion en fait. Et moi, mon appel, c'est vraiment que pendant ce mois, nous puissions profiter de ce mois pour rebâtir, retisser les liens et faire en sorte que ce qui ne peut pas être coupé puisse être renforcé. Tout le monde a été impacté. Tout le monde a été impacté de quelque manière que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue social. Il y a des gens, moi j'ai des amis qui ont leur famille qui est de l'autre côté de la frontière. Il y a des gens où c'est le père qui est nigérien, la mère qui est béninoise, où les deux sont... Donc tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre. Je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que nous faisons pour que, après cette décision essentielle, importante, prise par les chefs d'État, que nous avons souhaité, que le président Talon a porté, il l'a annoncé publiquement, avant même le sommet des chefs d'État, et il a œuvré pour cela. Comment est-ce que nous faisons pour que, maintenant que les frontières sont ouvertes, maintenant que les sanctions sont levées, comment est-ce que nous faisons pour construire l'avenir? Je n'ai vraiment pas de mots. Cette médaille, je l'attendais depuis 8 ans. J'ai
tout donné. J'ai tout donné pour représenter au mieux mon pays. Pour tous ceux qui m'avaient dit que je ne pouvais pas y arriver, voilà la réponse. Il ne faut jamais désespérer, il faut toujours travailler et croire à ses objectifs. Je pensais juste à mon pays, à tous ceux qui ont cru en moi, malgré que d'autres personnes disaient que j'étais trop vieille pour pouvoir accomplir des... Là, je suis encore sur mon petit nuage. Je n'arrive même pas à réaliser ce qui s'est passé. Là, dans la course, je suis bien sortie comme le coach me l'avait dit, sauf que je ne voulais pas mener la course et me faire bouffer après. Parce que je sais que je suis en forme. Si je maîtrisais bien la course, j'allais peut-être aller chercher une médaille, quelle que soit la couleur. C'est ce que j'ai essayé de faire. Même ça bousculait, mais j'ai quand même résisté. J'ai accéléré au bon moment. Et là, ça a payé. Je suis très contente. Depuis 3 mois, je ne suis même pas encore rentrée chez moi. Donc, je fais énormément de sacrifices. Et je pense que ça a payé aujourd'hui et je ne regrette pas de m'avoir investi aussi tôt. Après s'être qualifié pour les demi-finales en terminant 2e de la série de 6 avec un chrono de 2 minutes 1 seconde 13, Noélie Yarigo s'est qualifiée ce samedi 2 mars 2024 pour la finale. Elle a fini 2e de la première série avec un chrono de 1 minute 59-45. En finale, l'Amazone sera avec 5 autres athlètes, dont 2 Éthiopiennes, une Kenyane, une Ougandaise et une Britannique. Bunching right now, and everyone is, uncomfortable at this type of speed. They can't stride out fully. They're bumping each other. Someone's going to have to take it. And Yarigo is in the worst place she could be, because she has to always find some space to have her legs in the. À 38 ans, Noélie continue d'impressionner et va offrir au Bénin une médaille, celle en bronze, à cette finale des 19e championnats du monde d'athlétisme dans la nuit du dimanche 3 mars 2024 en terminant 3e avec un chrono de 2 minutes 3 secondes 15 sur les 2 tours de piste. L'Amazone pointe ainsi à la 3e place derrière la Britannique Gemma Riki et l'Éthiopienne Tsige Duguma qui décroche l'or. Noélie Yarigo, avec cette médaille, honore ainsi le pays et surtout la Fédération d'athlétisme ainsi que le gouvernement béninois qui met de plus en plus de moyens à la disposition des fédérations pour former des talents. Épris d'émotion, Noélie Yarigo pleurait de joie après une telle performance réalisée en présence des plus grands noms de l'athlétisme. How impressive was that kick? When she went for her last gear, nobody had a response. And man, she flew around that final turn en route to the world indoor title. Yarigo, who was 3rd, and she is 30. Au Ghana, le ministère des Finances conseille au président Nana Akufo-Addo de ne pas signer le projet de loi contre les pratiques homosexuelles dans le pays. Lundi, dans un mémoire sur l'impact immédiat du projet de loi sur le budget 2024, le ministère a estimé qu'une telle loi pourrait entraîner de graves répercussions sur le soutien financier du pays de la part d'organisations internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Le texte adopté mercredi est destiné à criminaliser la promotion, le plaidoyer, le financement et les actes homosexuels. La Banque africaine de développement a indiqué que l'adoption du projet de loi n'aura aucun impact négatif sur sa coopération avec le Ghana. Le président ghanéen pourrait ne pas signer le projet de loi adopté la semaine dernière par le Parlement de son pays contre les pratiques LGBTQ. Nana Akufo-Addo a déclaré qu'il n'approuverait pas un texte anti-gay tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur son cadre légal. Déclaration qui intervient après les avertissements du ministère ghanéen des Finances. Celui-ci a affirmé lundi que le pays pourrait perdre des milliards de dollars de financement de la Banque mondiale si le projet de loi est promulgué. L'on parle d'une perte d'au moins 4 milliards de dollars.
Le texte prévoit 3 ans de prison pour s'être identifié comme LGBTQ+, et 5 ans pour en avoir fait la promotion. Les groupes de défense des droits de l'homme se sont adressés aux tribunaux avant même le vote du Parlement. Les Sénégalais peuvent désormais avancer dans le processus électoral. Le président Macky Sall a reçu lundi le rapport du dialogue national qu'il avait convoqué la semaine dernière. C'est sur la base de ce document qu'il avait prévu de fixer une date à la présidentielle, laquelle élection devrait se tenir le 2 juin prochain, si en tout cas le chef de l'État suit les recommandations des participants à ce dialogue. Ils étaient parvenus à un consensus autour de cette date, avec une reprise partielle du processus électoral. Au moment de recevoir le rapport, le président Macky Sall a rappelé qu'il allait soumettre sa décision au Conseil constitutionnel pour avoir son avis sur la question. Pendant ce temps, l'opposition continue sa mobilisation pour exiger le départ du président le 2 avril prochain, date à laquelle il devait passer le témoin à son successeur. Au même moment, l'Assemblée nationale étudie la loi d'amnistie proposée en Conseil des ministres la semaine dernière par le président. Après la conférence des présidents lundi, c'est au tour de la commission des lois d'étudier la proposition ce mardi. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Une organisation caritative allemande a accusé les gardes-côtes libyens d'avoir menacé les membres de son équipage en pleine mission de sauvetage des migrants en Méditerranée, provoquant la noyade d'au moins un migrant. SOS Humanity, qui exploite le navire de sauvetage Humanity 1, a déclaré que les gardes-côtes libyens ont utilisé la violence et tiré à balles réelles dans l'eau lors de son intervention périlleuse le samedi dernier. L'organisation a déclaré que de nombreux migrants qui se trouvaient à bord de 3 bateaux de fortune à destination de l'Europe ont été forcés de sauter à l'eau. Le Humanity 1 en a réussi à sauver 77, mais nombreux ont été forcés de monter à bord d'un bateau des gardes-côtes libyens et au moins 6 ont été séparés des membres de leur famille, selon SOS Humanity. En Égypte, un tribunal d'exception a condamné lundi 8 dirigeants des frères musulmans, dont leur guide suprême Mohamed Badia, à la peine capitale. Ils étaient jugés pour des violences en 2013 suite à la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. En plus de Mohamed Badia, aujourd'hui âgé de 80 ans, plusieurs autres figures connues des frères musulmans comme Mahmoud Azzat, Mohamed El Beltaghi et Safwat Hagazi sont condamnés à mort. La Cour a condamné à la perpétuité 37 autres accusés dans l'affaire dite des violences de la route Al-Nasr, et 13 autres à des peines allant de 10 à 15 ans de prison selon la presse égyptienne. En 2022, l'Égypte a été le 4e pays au monde procédant au plus grand nombre d'exécutions, selon Amnesty International. La même année, ces juges prononçaient 538 condamnations à mort, le chiffre connu le plus élevé au monde. Fondée en 1928, la confrérie, désormais interdite dans le pays, a longtemps été l'un des principaux mouvements d'opposition en Égypte. Les Pays-Bas exhortent Israël à favoriser plus d'aide humanitaire à Gaza. Lundi, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Anneke Bruins-Slot, a évoqué le conflit entre Israël et le Hamas dans un entretien avec son homologue égyptien au Caire. Nous estimons qu'il est très important et nous espérons que ces négociations qui ont lieu conduiront à un cessez-le-feu immédiat de plusieurs semaines pour déboucher sur une cessation des hostilités, parce que nous voyons que la population de Gaza se trouve dans une situation humanitaire vraiment désespérée. Ils ont besoin d'aide humanitaire, il est vraiment nécessaire de mieux répartir l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et en même temps il faut que les otages soient libérés. Quant au ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, il estime que l'espoir est permis pour une trêve des combats.
طبعا حساسية المفاوضات لا أود أن أقول أن هناك تفاؤل أو تشاؤم. Les négociations sont délicates et je ne peux pas dire qu'il y a de l'optimisme ou du pessimisme. Mais nous n'avons pas encore atteint un point où nous pouvons parvenir à un cessez-le-feu. Mais il est important que chacun comprenne l'importance d'y arriver et d'assumer la responsabilité des décisions à prendre à cet égard. Il doit y avoir de la volonté politique claire qui va de pair avec cela. Et certains pays ont des capacités comme les États-Unis d'Amérique. Et il y a là un développement dans des remarques qui ont été dites par le vice-président américain lorsqu'il a parlé de l'importance du cessez-le-feu immédiat. À quelques jours du début du Ramadan, le Hamas détient encore des otages israéliens et Israël continue ses frappes sur Gaza. Après une visite de 17 jours en Israël, la représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits, Pramila Patten, a publié lundi un rapport sur des viols et des actes de torture à caractère sexuel commis lors de l'attaque du 7 octobre. Nous avons des raisons valables de penser que des violences sexuelles liées au conflit ont été commises lors des attaques du 7 octobre dans au moins 3 endroits, à savoir le site du festival de musique Nova, la route 232 et le kibbutz Reim. Dans la plupart de ces incidents, les victimes ont d'abord été violées puis tuées et au moins 2 incidents concernaient le viol de cadavres de femmes. La mission composée de Mme Patten et 9 experts a mené une trentaine de réunions avec des représentants israéliens et des témoins des attaques du 7 octobre. Au sujet des otages emmenés à Gaza, nous avons trouvé des informations convaincantes qui prouvent notamment des viols, des actes de torture à caractère sexuel, des traitements inhumains et dégradants qui ont été commis à l'encontre des captifs et nous pensons que les otages actuels subissent encore de telles violences. Pramila Patten a également reçu des rapports faisant état de traitements cruels, inhumains et dégradants infligés à des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Elle a réitéré sa solidarité avec tous les civils touchés par les violences brutales dans la région et a fait écho de l'appel du secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire. Aux États-Unis, la Cour d'appel du district de Columbia a statué en faveur de Google, Apple, Dell Technologies, Microsoft et Tesla, accusés de soutenir le travail des enfants dans la mine de cobalt de la République démocratique du Congo. Les plaignants représentent 14 victimes anonymes, des membres de familles d'enfants tués dans l'effondrement de tunnels ou de murs, ou des enfants mutilés dans les mêmes circonstances. Les plaignants accusaient les 5 entreprises de s'associer à des fournisseurs dans une entreprise de travail forcé en achetant du cobalt qui sert à fabriquer des batteries lithium largement utilisées dans l'électronique. Mais la Cour d'appel a déclaré que l'achat de cobalt dans la chaîne d'approvisionnement mondiale ne constituait pas une participation à une entreprise de travail forcé au sens de la loi fédérale protégeant les enfants et les autres victimes de la traite des êtres humains. La juge Naomi Rao a déclaré que les plaignants avaient le droit de demander des dommages et intérêts, mais qu'ils n'avaient pas prouvé que les 5 entreprises avaient le pouvoir de mettre un terme au travail des enfants. Les plaignants estiment que cette décision va inciter les entreprises à éviter toute transparence avec leurs fournisseurs, alors même qu'elles promettent au public d'appliquer une politique de tolérance zéro à l'égard du travail des enfants.